Bienvenue dans cette vidéo, on va faire le lab Amazon EC2. On va démarrer notre première instance EC2 Linux dans le cloud AWS. Si vous voulez suivre avec moi, faire en même temps que moi, n'hésitez pas à vous connecter à votre compte AWS. Je suis connecté en tant que l'utilisateur admin, donc l'utilisateur qu'on avait créé de type administrateur et qui avait pratiquement toutes les permissions possibles dans notre compte AWS. Pourquoi j'utilise cet utilisateur admin? Tout simplement parce que il a assez de permissions pour démarrer une instance EC2. Je suis également dans la région Irlande, donc vous vous rappelez, AWS c'est plusieurs dizaines de régions. Et pour ma part, je décide de démarrer une instance EC2 dans la région Irlande. Donc vous pouvez choisir la même région, vous pouvez choisir une autre région, Francfort, ou une région en Asie ou aux États-Unis. Peu importe, normalement le service Amazon EC2 est disponible dans toutes ces régions et les étapes que je vais faire pour lancer l'instance EC2 sont les mêmes, quelle que soit la région que vous allez choisir. Donc si vous êtes prêts, je vous propose qu'on démarre. On va aller sur la page du service Amazon EC2. Donc on peut chercher EC2 ici, on clique sur EC2. Donc on est sur la page du service Amazon EC2, ce qu'on appelle le tableau de bord d'ailleurs, et ici on a une vue globale sur toutes les ressources qu'on a dans cette région AWS, dans la région Irlande. Donc là on voit que pour le moment on a 0 instance en cours d'exécution, on a 0 instance, on n'a rien qui est créé d'ailleurs, qui existe dans cette région, tout simplement parce qu'on vient de créer ce compte AWS et qu'on n'a pas encore créé de ressources ou d'instances EC2 dans ce compte AWS. Donc ce qu'on va faire pour lancer une instance EC2, on va tout simplement cliquer sur ce bouton-là, lancer une instance. Et on arrive dans la page de lancement d'une instance EC2. Et donc, vous allez voir qu'ici, il y a pas mal de paramètres qu'on va remplir, qu'on va renseigner pour indiquer à AWS la configuration de l'instance EC2 qu'on souhaite avoir. Donc, on va lui donner les informations pour qu'il puisse lancer une instance EC2 pour nous. Et le premier paramètre qu'on va renseigner, en fait, c'est le nom de l'instance EC2. Une instance EC2 peut avoir un nom. Et d'ailleurs, un nom, c'est ce qu'on appelle un tag, une balise. Et une instance EC2 peut avoir plusieurs balises, dont une balise qui s'appelle nom. On va l'appeler, par exemple, démo EC2 Linux, parce qu'on va lancer une instance EC2 Linux, mais on pourrait rajouter d'autres balises qu'on appelle tag en anglais. Par exemple, je pourrais dire owner pour dire propriétaire en anglais, et puis je vais mettre mon nom, Amadou. Donc les balises ou les tags permettent tout simplement de rajouter des informations sur nos instances EC2 pour identifier, classer, catégoriser nos ressources, nos instances EC2 dans le cloud AWS. Donc c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais c'est une bonne pratique d'utiliser les tags. Ensuite, on va choisir l'AMI. AMI pour Amazon Machine Image, c'est tout simplement l'image, le template à partir duquel on va lancer notre instance EC2. Concrètement, ça veut dire que si on veut lancer une instance EC2 Windows, on va choisir une AMI de type Windows. Donc ici, si on clique sur Windows, on peut voir la liste d'AMI de type Windows. On voit qu'on pourrait choisir du Windows Server 2022, du 2019, du 2016, du 2022 avec une base de données SQL Server qui est déjà préinstallée. Donc on voit qu'il y a pas mal d'AMI qui sont disponibles dans chaque catégorie. Si je veux lancer une instance EC2 Linux, j'ai le choix entre Amazon Linux, Ubuntu, Red Hat, SUSE, je pourrais lancer du macOS aussi, d'ailleurs, on en avait parlé en fait. Et si je clique ici, on peut voir qu'il y a d'autres AMI, on a du Debian qui est disponible. Alors là, c'est pas la liste exhaustive, hein. Si on clique sur Explorer plus d'AMI, on peut voir qu'il y a des centaines et des centaines d'AMI qui sont disponibles, des milliers même, je dirais, d'AMI qui sont disponibles dans la marketplace des AWS par exemple. On peut trouver des logiciels par exemple, on peut trouver des AMI qui sont mis à disposition par la communauté également, et on peut choisir n'importe laquelle de ces AMI pour lancer une instance EC2. C'est quelque chose qui est complètement possible. Pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement choisir Amazon Linux. Donc Amazon Linux, c'est la distribution Linux par Amazon, qui est fournie par Amazon. Et si on clique ici, on peut voir qu'il y a pas mal de versions qui sont également proposées par Amazon. Celle que je vais choisir, c'est tout simplement la dernière, celle de base, qui s'appelle Amazon Linux 2023. On peut voir que c'est une architecture de type 64 bits, on peut voir qu'elle a un ID aussi, ce qu'on appelle l'ID de l'AMI. On peut voir sa description également. Une fois qu'on a choisi l'AMI, on peut choisir ce qu'on appelle le type d'instance. Donc le type d'instance, c'est tout simplement la taille du serveur. Est-ce qu'on veut une instance EC2 avec 2 vCPU, 16 vCPU, 64 vCPU, 128 Go de mémoire? Donc, quelle est la puissance qu'on veut pour cette instance EC2 qu'on est en train de démarrer? La façon de le choisir, c'est en choisissant un type d'instance. Et là, on voit que le type d'instance T2 Micro est sélectionné par défaut. Ce type d'instance, c'est celui qu'on va utiliser le plus dans cette formation. Pourquoi? Parce qu'elle est éligible à l'offre gratuite. Donc, l'offre gratuite pour EC2, c'est tout simplement que quand vous êtes un nouveau client, donc les 12 premiers mois suivant la création de votre compte AWS, il y a certaines choses qui sont gratuites, et pour Amazon EC2, vous avez 750 heures d'utilisation gratuite, mais il y a des conditions, et ces conditions, en fait, c'est d'utiliser des instances de type T2 micro ou T3 micro, si vous êtes dans des régions où il n'y a pas de T2 micro. Et donc, un type d'instance T2 micro, si on le choisit, ça veut dire que l'instance EC2 qu'on va démarrer va avoir un vCPU, 1 giga de mémoire. C'est pas beaucoup, mais c'est largement suffisant par rapport à ce qu'on est en train de faire. On est en train de se former à AWS, donc on n'a pas besoin de plus. Pour information, on peut voir le prix qui est associé à la T2 micro. C'est un peu plus d'1 centime de dollar par heure.
Maintenant, si vous, dans votre cas de figure, à un moment donné, vous avez besoin d'une instance EC2 beaucoup plus puissante, avec plus de CPU, plus de mémoire, vous pouvez voir ici qu'il y a une liste de types d'instances. Par exemple, une T2X large, c'est 4 vCPU, 16 Go de mémoire, donc c'est un peu plus cher déjà. Si on descend encore plus bas, on a d'autres types d'instances qui sont peut-être plus puissants en termes de CPU ou en termes de mémoire, qui vont peut-être être plus chers aussi quand ils sont plus puissants. Là, on voit une C5 24X large, donc c'est 96 vCPU, 192 Go de mémoire. Et si on choisit de le démarrer avec un OS Linux, il coûte un peu plus de 4 $ par heure. Si on choisit de le démarrer avec du Windows, c'est encore plus cher, c'est un peu plus de 9 $ par heure. Donc si on descend encore, hein, juste pour vous montrer, hop, on a des centaines de types d'instances qui sont disponibles. Là, on était dans les C, les C6, C7. Là, on est passé dans les G, donc c'est les instances EC2 avec du GPU. Là, on est dans les M, pareil, une M5 DN16X large, c'est 64 vCPU, 256 Go de mémoire. Donc voilà, on a pas mal de types d'instances qui sont disponibles avec des caractéristiques différentes. Mais le plus important ici, hein, pour vous, en tout cas pour le premier démarrage de notre instance EC2, c'est tout simplement de choisir une T2 micro, comme je le disais. C'est largement suffisant. Une fois qu'on a choisi le type d'instance, on va configurer la key pair ou la paire de clés. Donc une key pair, c'est ce qu'on va associer à notre instance EC2 si on souhaite pouvoir se connecter ensuite en SSH ou en RDP. Donc là, on démarre une instance EC2 Linux, donc on va se connecter en SSH un peu plus tard. Et donc pour cela, on va créer ce qu'on appelle une key pair ou sélectionner une key pair. Sauf que si je clique ici, on voit que je n'ai pas encore de key pair dans mon compte AWS. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord créer une key pair. Une fois qu'on l'a créée, on va l'associer à notre instance EC2. Donc on va cliquer sur créer une paire de clés. On va lui donner un nom. Voilà, on va l'appeler démo EC2 Irlande. Vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez, hein, tant que c'est parlant pour vous. On va laisser toutes les options par défaut, c'est-à-dire le type de paire de clés à RSA et le format de fichier à .pem. Et quand on va cliquer sur créer une paire de clés, ce qui va se passer, c'est que automatiquement AWS va nous faire télécharger un fichier. Et ce fichier, en fait, c'est la clé privée de la paire de clés. Une paire de clés contient une clé publique et une clé privée. Donc la clé publique, elle va rester sur AWS. Elle va être stockée dans l'instance EC2 qu'on est en train de démarrer. Par contre, la clé privée, c'est nous qui allons la garder sur notre ordinateur. Donc c'est pour ça que AWS nous l'a fait télécharger. Et donc c'est avec cette clé privée qu'on va ensuite se connecter à l'instance EC2 qu'on a associée avec cette key pair. Donc c'est important de bien la garder, de savoir où est-ce qu'on la télécharge, de la protéger, parce que c'est réellement ça qui va nous permettre de nous connecter à nos instances EC2, en tout cas les instances EC2 auxquelles on a associé cette key pair, cette paire de clés. Donc on va cliquer sur créer une paire de clés. Voilà, donc on voit qu'automatiquement AWS nous a fait télécharger la clé privée, donc la partie privée de la key pair. Pour le moment, on va laisser ça ici, on fera la connexion SSH avec la key pair un peu plus tard. Donc ici, on peut voir que maintenant, la key pair qu'on vient de créer est associée à notre instance EC2. Donc ça nous va très bien, on va laisser ça comme ça. Et ensuite, on va aller configurer les paramètres réseau. Donc une instance EC2, c'est tout simplement un serveur informatique. Et donc, quand elle va démarrer, elle va être démarrée dans un sous-réseau. Elle va sûrement avoir une IP privée. Peut-être qu'elle va avoir une IP publique. Et peut-être qu'elle va avoir un firewall, un groupe de sécurité qui va contrôler le trafic entrant et sortant. Donc c'est tout ce paramétrage-là qu'on va pouvoir contrôler, qu'on va pouvoir ajuster à ce niveau. Donc on va cliquer sur modifier. Et le premier paramètre à choisir, c'est le VPC. Donc le VPC, c'est tout simplement un espace réseau dans le cloud AWS qui n'appartient qu'à nous. Donc il est dédié à nous, à notre compte AWS. Et un VPC, on peut en avoir plusieurs dans notre compte AWS, dans le cloud AWS. Quand on démarre pour la première fois avec AWS, AWS nous crée ce qu'on appelle un VPC par défaut. Donc on peut en avoir plusieurs, comme je le disais tout à l'heure. Mais en attendant, on a déjà un VPC par défaut qui existe parce qu'on n'en a pas encore créé. Donc là, on n'a pas le choix. On va juste sélectionner le VPC par défaut qui existe. De toute façon, on verra un peu plus en détail les VPC dans le module VPC un peu plus tard. Donc on va sélectionner le VPC par défaut. Voilà. Ensuite, on va sélectionner un sous-réseau. Donc, un sous-réseau, en anglais, on va dire subnet. Donc, un sous-réseau, c'est tout simplement un sous-ensemble du VPC. Un VPC est divisé en sous-ensembles qu'on appelle des sous-réseaux. Et un sous-réseau est toujours associé à une zone de disponibilité. Donc, un sous-réseau existe dans une zone de disponibilité. Donc, lorsqu'on choisit le sous-réseau, le subnet dans lequel l'instance EC2 va démarrer, en fait, on est en train de choisir en même temps la zone de disponibilité dans laquelle l'instance EC2 va exister. Donc, par exemple, ce subnet-là, en fait, il est associé à EUWest 1C. Donc, EUWest 1 pour la région Irlande et C parce que c'est la zone C. Donc, si je choisis ce subnet, ça veut dire que l'instance EC2 qu'on va lancer tout à l'heure, elle va être démarrée dans ce subnet, donc elle va exister dans la zone de disponibilité EUWest 1C parce que ce subnet-là existe dans cette zone de disponibilité-là. Maintenant, AWS nous demande si on veut une IP publique. Donc c'est quelque chose d'optionnel. On n'est pas obligé d'avoir une IP publique pour une instance EC2, donc on pourrait désactiver l'IP publique. Dans notre cas de figure, j'ai envie qu'on ait une IP publique, donc on va laisser cette option activée.
Ensuite, on a ce qu'on appelle le groupe de sécurité. C'est tout simplement un pare-feu virtuel qu'on va créer et on va définir ce qu'on appelle des règles qui vont nous permettre de contrôler le trafic qui va rentrer dans notre instance EC2, mais également le trafic qui peut sortir, qui est autorisé à sortir de notre instance EC2. Donc un groupe de sécurité à ce niveau, on peut décider d'en créer un nouveau, on peut sélectionner un groupe de sécurité existant si on en a déjà un. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau groupe de sécurité. Donc on va l'appeler démo EC2, SG par exemple. Pour la description, on va dire SG démo EC2 tout simplement. Et ici, on voit qu'un groupe de sécurité, il a des règles entrantes. Concrètement, ce sont ces règles-là qu'on va pouvoir rajouter pour autoriser des types de flux. Donc déjà, par défaut, on voit qu'AWS nous a déjà mis une règle. Donc pourquoi il nous a mis une règle de type SSH? C'est tout simplement que AWS, qu'on était en train de démarrer une instance EC2 Amazon Linux, et donc il nous a mis par défaut cette règle en se disant peut-être qu'on en aurait besoin. Donc on peut la garder, on peut la supprimer par exemple. Là, ça va être utile parce qu'on a dit qu'on souhaitait se connecter à un SSH une fois que l'instance EC2 aura démarré. Donc du coup, on va juste regarder de quoi il s'agit. Donc là, on voit que c'est de type SSH. Le protocole, c'est du TCP. Le port, c'est le 22 parce que c'est le port SSH standard. Le type de source, c'est tout simplement les IP qui sont autorisés à se connecter à l'instance EC2. Donc à se connecter au niveau réseau. Ça veut dire que pour ces IP-là, le trafic réseau SSH va pouvoir accéder à l'instance EC2. Et dans le type de source, actuellement c'est n'importe où qui est coché, mais on pourrait mettre quelque chose de personnalisé. On pourrait mettre aussi son IP. Par exemple, si on souhaite que uniquement son IP soit autorisé pour le flux SSH, dans ce cas-là, on peut choisir mon IP par exemple. Et d'ailleurs, c'est une bonne pratique de choisir mon IP. Pour cette démo, je vais juste laisser n'importe où parce que je vais pas laisser cette instance EC2 tourner trop longtemps. C'est juste pour vous montrer comment on démarre. Mais effectivement, dans la vraie vie, n'hésitez pas à mettre mon IP pour être sûr de restreindre les IP qui ont accès en SSH à votre instance EC2. Imaginez que sur l'instance EC2 qu'on est en train de démarrer, qu'il y ait un site web qui va être installé. Donc ça veut dire qu'il faudrait autoriser le flux HTTP. Donc comment on aurait fait dans ce cas de figure pour l'autoriser dans le groupe de sécurité? Il aurait juste fallu rajouter une nouvelle règle ici, et puis chercher HTTP, voilà, HTTP, et c'est de cette façon qu'on autorise un trafic, un flux dans le groupe de sécurité pour que le flux HTTP puisse passer. Donc on va pas le faire cette fois-ci, on va supprimer cette règle, on va juste garder le flux SSH pour le moment. Ensuite, il faut configurer le stockage. Donc le stockage, c'est tout simplement les disques, les volumes sur lesquels l'instance EC2 va écrire ses données. Donc là, on voit qu'on a un volume de 8 Go, c'est ce qu'on appelle le volume racine, donc c'est le volume qui est obligatoire, sur lequel il y a le système d'exploitation qui est installé. On pourrait rajouter un volume additionnel d'ailleurs. Voilà, on va rajouter un volume additionnel de 10 Go. Et c'est un volume supplémentaire, il est optionnel. Donc c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais typiquement si je souhaite que mon instance EC2 ait plusieurs disques, parce que je veux augmenter la capacité de stockage, par exemple, je peux lui rajouter des volumes EBS additionnels. Une fois qu'on a configuré le stockage, la dernière partie, ce qu'on appelle les détails avancés, ou Advanced Details en anglais, c'est tout simplement du paramétrage qui est un petit peu plus avancé que ce qu'on vient de faire. Et généralement, c'est des choses auxquelles on touche pas tous les jours, donc c'est pour ça qu'AWS les met dans détails avancés. Mais on va retrouver des choses assez intéressantes, telles que la configuration autour de tout ce qui est DNS, la configuration de l'instance EC2 au moment de s'arrêter ou de se mettre en veille, tout ce qui est configuration GPU. Donc c'est vraiment du paramétrage un peu plus avancé, comme son nom l'indique. Nous, ce qui va nous intéresser ici, on passera un peu plus de temps plus tard dessus, c'est ce qu'on appelle les user data. En français, on va dire données utilisateurs. C'est tout simplement un champ, un paramètre où on peut mettre des scripts, des commandes qui vont être exécutées au démarrage de l'instance EC2. Ce qui est assez pratique d'ailleurs. Imaginez que quand votre instance EC2 démarre, vous souhaitez automatiquement qu'il installe les mises à jour, qu'il fasse une configuration de service, ou qu'il installe un antivirus par exemple. Donc ce type de script à exécuter au démarrage de l'instance EC2, c'est ici qu'on va le mettre. On va le mettre dans user data, dans données utilisateurs. Voilà, on a fini de configurer tous les paramètres, en tout cas ce qu'on souhaitait configurer pour notre instance EC2. Si on est OK avec tout ce qu'on a choisi, il suffit tout simplement maintenant de cliquer sur lancer l'instance pour lancer la création et le démarrage de l'instance EC2. Donc voilà, AWS nous dit que le lancement de l'instance s'est bien passé. On a d'ailleurs un ID d'instance, on peut cliquer dessus. Ça a ouvert un nouvel onglet, et là on peut voir les détails de l'instance EC2 qu'on vient de lancer. Donc on voit son nom, on voit l'ID de l'instance, on voit son état, donc c'est en attente, ça vient de passer à en cours d'exécution. Ça ne veut pas dire que ça a fini d'être démarré en fait, il faut attendre que le contrôle des statuts soit également vert pour qu'on soit sûr et certain que ça a bien été démarré. Donc effectivement, encore une fois je répète, état de l'instance quand c'est écrit en cours d'exécution au running, c'est pas suffisant, il faut attendre que le contrôle des statuts soit également vert, que ça soit écrit ici 2/2,
que vérification réussie. Et là, à ce moment-là, vous êtes sûr et certain que ça a bien été démarré. En attendant, on va voir un petit peu les détails de notre instance EC2. Donc, on voit le type d'instance, c'est du T2 micro, c'est ce qu'on avait choisi. On voit qu'elle est démarrée dans la zone de disponibilité EUST 1C. Donc, vous vous rappelez, on a choisi un sous-réseau, un subnet, qui était dans cette zone de disponibilité. Et donc, en choisissant ce subnet, ça veut dire que l'instance EC2 va également exister dans la même zone de disponibilité, celle qui est associée au sous-réseau qu'on a choisi. On voit que notre instance EC2, elle a un DNS public, elle a également une IP publique parce qu'on avait décidé qu'elle en aurait une. On peut voir aussi d'autres détails tels que le nom du groupe de sécurité, le nom de la clé qui est associée à cette instance EC2 et la date et l'heure de lancement par exemple. Assurez-vous d'avoir sélectionné l'instance EC2 parce que ça va tout simplement afficher les détails que vous voyez en bas. Donc je vais agrandir un petit peu. Donc là on voit qu'il y a plusieurs onglets, on va les explorer en attendant que l'instance EC2 finisse de démarrer. Donc dans l'onglet détails, on va retrouver les informations sur l'instance. Donc on va trouver l'ID, l'IP publique, on voit qu'elle a une IP publique, on voit également qu'elle a une IP privée qui a été choisie automatiquement par AWS également. On voit le nom de domaine, le nom de l'hôte, pour le coup, le nom DNS également qui est associé à l'IP privée. Donc une instance EC2 a un nom DNS qui est associé à l'IP privée et là également un nom DNS qui est associé à son IP publique, comme on peut le voir ici. Alors pour information, on le verra un peu plus tard, l'IP privée c'est tout simplement pour la communication locale. Donc elle ne permet pas d'aller sur Internet. Donc si on veut qu'une instance EC2 puisse se connecter à Internet et soit visible depuis Internet, par défaut, il faut qu'elle ait une IP publique. Si on va dans l'onglet statut et alarme, ici on peut voir les statuts autour de l'instance. Est-ce que l'instance va bien? Est-ce qu'il y a un problème matériel ou pas? On parle du matériel sur lequel l'instance EC2 a été démarrée. Ce type d'information, on va plutôt le voir dans cet onglet-là, une fois qu'il aura démarré. Dans la partie surveillance, ce sont les métriques de l'instance EC2. Donc une instance EC2, c'est un serveur qui a des métriques d'utilisation, CPU, réseau, disque, et toutes ces informations, une fois qu'il a fini de démarrer, on va pouvoir les retrouver ici. Et juste pour information, ces informations, ça se base sur un service qui s'appelle Amazon CloudWatch. Et derrière, ici, on commence à voir des métriques qui apparaissent, parce que je pense qu'elle a fini de démarrer. On voit que l'utilisation CPU est montée jusqu'à à peu près 28%. Dans la partie sécurité, on va retrouver tout simplement le groupe de sécurité qu'on a créé. Et vous vous rappelez qu'on avait dit qu'on autorisait le flux SSH. Et donc, c'est ce qu'on retrouve dans la partie règles entrantes. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le trafic qui peut rentrer, il n'y a que le flux SSH sur le port 22 qui est autorisé. Donc ici, le flux HTTP, par exemple, n'est pas autorisé parce qu'il n'y a aucune règle qui l'autorise dans les règles entrantes. On voit également que par défaut, AWS a configuré automatiquement pour nous les règles sortantes. Donc il a créé une règle qui autorise tout le trafic sortant. Donc on le voit ici, hein, la règle elle dit que tous les ports, tous les protocoles sont autorisés pour toutes les destinations. Et donc c'est le comportement par défaut. Quand vous lancez une instance EC2, le groupe de sécurité que vous créez en même temps que le lancement de l'instance EC2, le trafic sortant est autorisé pour tous les ports, tous les protocoles et toutes les destinations. Donc c'est comme ça par défaut. Si on va dans la partie mise en réseau, on retrouve les informations sur les IP, l'IP privé, l'IP public, les DNS publics et les DNS privés qui sont associés aux IP. On retrouve également l'identifiant du sous-réseau dans lequel on a lancé l'instance EC2. On retrouve également l'information sur la zone de disponibilité. Dans la partie stockage, on retrouve tout simplement les informations sur les volumes EBS, donc les disques de stockage. Donc vous vous rappelez qu'on avait deux disques, on avait deux volumes. On a le volume racine de 8 Go qui contient les systèmes d'exploitation. Et puis on avait créé un deuxième volume, un volume EBS additionnel de 10 Go, on le retrouve ici également. Et enfin, dans l'onglet tag ou dans l'onglet balises, en français on dit balises, on retrouve les balises qu'on avait créées. Donc on retrouve la balise name, donc c'est le nom de l'instance EC2, démo EC2 Linux, c'est ce qu'on retrouve ici aussi également d'ailleurs. Et puis on retrouve le tag qu'on avait rajouté également, la balise Honor, et on avait mis la valeur Amadou. On peut tout à fait rajouter des nouvelles balises à tout moment, c'est quelque chose qui est complètement possible. On va venir ici, on va réfléchir pour vérifier que le contrôle des statuts s'est bien passé et que l'instance EC2 a fini de démarrer. Donc voilà, on voit que c'est tout vert, 2 sur 2, vérification réussie. Donc si vous avez le même message, ça veut tout simplement dire que votre instance EC2 a bien été démarrée dans la région que vous avez choisie, en l'occurrence chez moi c'est Irlande, et que tout s'est bien passé et que à présent vous pouvez commencer à utiliser votre instance EC2. Alors si vous êtes arrivé jusqu'à ce stade, bravo, je vais juste vous montrer une dernière chose avant qu'on passe au module suivant. Si vous avez toujours votre instance EC2 qui est sélectionnée ici, sinon il suffit juste de la sélectionner. Ensuite vous pouvez venir dans état de l'instance.
Donc dans état de l'instance, vous allez retrouver les commandes qui vous permettent d'arrêter votre instance EC2. Donc par exemple, si vous avez démarré une instance EC2 et que vous souhaitez l'arrêter jusqu'à demain, vous pouvez tout simplement cliquer sur arrêter l'instance, ça va tout simplement la stopper et vous pouvez revenir demain ou dans 2 jours pour relancer votre instance EC2. Vous pouvez la redémarrer, donc là c'est en reboot, hein, ça va redémarrer automatiquement l'instance EC2, ça peut être utile. Vous pouvez également la résilier. Donc résilier l'instance, ça veut tout simplement dire que vous dites à AWS, je n'ai plus besoin de cette instance EC2, tu peux t'en débarrasser, tu peux la détruire et je n'ai plus besoin des données qui sont sur cette instance EC2. Donc moi quand je vais finir ma démo, je vais sûrement la résilier parce que je n'en aurai plus besoin. Par contre, si c'était une instance EC2 qui était en production avec une application en production, effectivement, il faut d'abord faire une sauvegarder les données avant de la résilier parce que si vous résiliez l'instance EC2, ça veut dire que vous ne pourrez plus jamais y accéder. Donc à ce stade, si vous souhaitez directement enchaîner sur le lab où on se connecte en SSH, vous pouvez laisser l'instance EC2 en cours d'exécution. Si vous souhaitez faire ce lab un peu plus tard, vous pouvez tout simplement soit arrêter l'instance EC2, soit la résilier directement.